Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV en partenariat avec France 24. Code 24, votre code d'accès à la planète info. Passons tout de suite au sommaire de cette édition. 35 ans après sa mise en œuvre, la politique de l'enfant unique n'en finit pas de bouleverser la société chinoise. La mesure est toujours en place et fait aujourd'hui naître une inquiétude sociale pour les personnes âgées. Des milliers de jeunes Ghanéens décident de tenter le dangereux périple clandestin vers l'Union européenne. Une équipe de France 24 s'est rendue aux sources de l'exil dans la région pauvre de Brangadafo. Visite guidée des chantiers du GIP en Bretagne. C'est là que depuis 30 ans, des bateaux en bois sont construits et restaurent dans le respect de la tradition navale. Cap sur la Libye où deux gouvernements et deux armées se font face. Le pays est en proie aux divisions et aux luttes tribales depuis la chute de Kadhafi en 2011. 11 millions de sans-papiers aux États-Unis ont du mal à devenir américains. De toutes les villes du pays, Nashville est celle dont la population immigrée grandit le plus vite. Focus sur cette ville qui accueille aussi la première communauté kurde des États-Unis. En Afghanistan, deux hommes se partagent les postes à responsabilité. Le président Ashraf Ghani est son principal rival, mais la tâche est énorme dans un pays marqué par 3 décennies de conflits. 35 ans après sa mise en œuvre, la politique de l'enfant unique n'en finit pas de bouleverser la société chinoise. La mesure est toujours en place, même si elle a été timidement remise en cause. Cette politique fait aujourd'hui naître une inquiétude sociale pour toute une classe d'âge, les personnes âgées. Dans un pays où les retraites sont encore insuffisantes, les seniors comptent sur leur progéniture pour les aider dans leurs vieux jours. En cas de décès prématuré de leur enfant, ils perdent tout moyen de subsistance et sont plongés dans la pauvreté. Plusieurs centaines de retraités endeuillés par la perte de leur enfant unique ont manifesté il y a quelques jours à Pékin afin d'alerter les autorités sur leur sort. Le phénomène illustre le problème démographique majeur auquel la Chine est confrontée, son vieillissement. La population chinoise est celle qui vieillit le plus rapidement dans le monde. D'ici 2025, la Chine devrait compter 300 millions de personnes âgées et en 2050, environ 473 millions de personnes auront plus de 60 ans, soit entière de la population. Reportage sur le talon d'Achille du pays le plus peuplé de la planète. C'est un reportage de Pierre-Philippe Berson. Monsieur Sun vit seul depuis des années. Séparé de sa femme, il a perdu son fils Yinming en 2002. Il est mort à 20 ans, emporté par un cancer. Monsieur Sun n'avait pas d'autre enfant. Yinming était son unique fils. Mon enfant est mort et je sais que je n'aurai jamais de descendants. Aujourd'hui à la retraite, cet ancien cheminot vit avec 360 € de pension mensuelle. Une somme modeste en Chine, un pays où la sécurité sociale est encore balbutiante et les soins médicaux hors de prix pour les plus modestes, comme Monsieur Sun. J'ai dû payer moi-même l'hospitalisation de mon fils. J'ai vendu ma maison et à sa mort, je me suis retrouvé sans domicile. J'ai habité dans la rue avant de me payer un logement et maintenant j'ai une maladie de peau et je n'ai pas les moyens de me soigner. Je n'ai plus d'enfants pour m'aider financièrement. La perte d'un enfant est un drame. En Chine, elle est en plus synonyme de pauvreté. Monsieur Sun comptait sur son fils pour l'aider dans ses vieux jours. Il se retrouve seul et en colère contre les autorités. Il a lancé plusieurs pétitions pour demander une indemnisation, pour l'instant sans résultat. Dans les années 80, au début de l'enfant unique, personne ne pensait que ça générerait des problèmes pour les personnes âgées. À l'époque, la propagande disait « Le gouvernement vous aidera dans vos vieux jours ». En fait, on a été floués. Personne ne m'aide aujourd'hui. Le mécontentement prend de l'ampleur. En mai dernier, 700 parents ont manifesté à Pékin devant le siège du planning familial, l'organisme qui contrôle la politique de l'enfant unique. Ils ont tous perdu un fils ou une fille et réclament une aide de l'État. Depuis l'instauration de la mesure en 1979, plus de 10 millions de familles ont perdu leur enfant. Parmi elles, Monsieur et Madame Chen. Leur fils est mort il y a 7 ans durant un tremblement de terre. On a pensé avoir un nouvel enfant, mais j'étais assez âgée.
On a consulté plusieurs médecins, mais finalement c'était impossible pour moi de tomber enceinte de nouveau. C'était trop tard. La pension de retraite de ces deux anciens ouvriers ne suffit pas. À bientôt 60 ans, Monsieur et Madame Chen ont donc repris un travail de cuisinier dans ce restaurant de rue à Chengdu, au centre de la Chine. Mon fils promettait « Maman, comme je travaille, je peux vous entretenir, pas de problème. Reste à la maison avec papa. C'est à mon tour de m'occuper de vous. » Les personnes âgées, victimes collatérales de la politique de l'enfant unique. Symptôme de ce malaise profond, le taux de suicide des plus de 60 ans chinois est l'un des plus élevés au monde. Sur les 10 millions de personnes qui ont perdu leur unique enfant, une fraction importante se sont suicidées. Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, le choc émotionnel, il est très fort. Ne pas avoir de descendants, c'est une catastrophe pour beaucoup de gens. Ensuite, il y a des raisons financières, mais le phénomène est nouveau, on doit encore l'étudier, c'est très récent. La population chinoise est celle qui vieillit le plus rapidement au monde. D'ici 2050, la Chine devrait compter 473 millions de seniors, soit environ un tiers de sa population. Nous allons à présent nous pencher sur l'une des sources de l'exode massif des migrants clandestins vers l'Union européenne. Qu'est-ce qui pousse à fuir son pays? Il y a bien sûr les guerres qui ravagent la Syrie, l'Irak, la Somalie, mais il y a aussi la pauvreté et le manque de perspectives économiques. Pour illustrer ce dernier point, direction l'Afrique de l'Ouest et le Ghana. Chaque année, des milliers de jeunes hommes ghanéens qui n'arrivent pas à obtenir un visa décident de tenter le dangereux périple clandestin vers l'Union européenne. Une équipe de France 24 s'est rendue aux sources de l'exil dans la région pauvre de Brongafo. Avant que je ne décide de quitter le Ghana, je travaillais dans les champs. À cette époque, la situation dans le pays était difficile. Kojo n'avait que 15 ans lorsqu'il a décidé de rejoindre l'Europe. C'était la première fois qu'il quittait le Ghana. Ma mère est décédée à un âge très jeune. Mon père, lui, a ensuite refusé de s'occuper de nous. Donc on se débrouillait du mieux qu'on pouvait pour se trouver de la nourriture et des vêtements. Kojo a traversé les frontières loin des postes de contrôle jusqu'en Libye. Il a payé un passeur 800 € pour une place dans un bateau et s'est retrouvé dans un canot pneumatique. Nous nous sommes retrouvés en pleine mer, coincés, nulle part où aller. Nous étions 75 sur l'embarcation, tous serrés les uns contre les autres. Nous avons passé 5 jours sur ce bateau. Nous étions perdus et puis le canot s'est dégonflé. Les vagues nous ont finalement fait dériver jusqu'à Tunis. L'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, a retrouvé Kojo dans un centre de rétention. En échange d'une aide financière et de conseils, l'homme a accepté de rentrer au Ghana pour démarrer sa propre activité. Un retour qui n'a enchanté ni sa famille, ni ses amis. Certains me demandaient « Pourquoi es-tu rentré si vite? Tu as des amis qui sont là-bas et qui travaillent. Alors pourquoi est-ce que tu ne les as pas rejoints ?» D'autres me disaient « Alors, quand est-ce que tu y retournes ?» Comme Kojo, la majorité des migrants ghanéens vient de Brong-Ahafo, dans le centre du Ghana. Dans cette région, de nombreux jeunes sont au chômage. Beaucoup croient qu'ils pourront trouver un travail mieux rémunéré en Europe. Les statistiques officielles sur ces migrations ghanéennes sont peu nombreuses. Les estimations se chiffrent à plusieurs milliers de tentatives chaque année. La plupart des migrants ne passent pas par des postes de frontières officiels. Les frontières au nord du Ghana sont très poreuses. Et puis nous manquons de moyens. Nos équipes qui sont censées faire des patrouilles n'ont même pas de véhicules pour leur mission. Aujourd'hui, nous sommes encore à patrouiller à pied. C'est totalement inefficace, surtout quand on parle d'une zone frontalière longue de 300 km.
Le gouvernement tente d'empêcher ces dangereux voyages, mais pour l'heure, le seul centre de migration dans la région n'est pas vraiment en mesure de répondre aux besoins. L'Union européenne apporte son aide, elle s'est engagée à hauteur de 3 millions d'euros dans les 3 prochaines années pour construire un nouveau centre qui sera géré par le gouvernement et l'OIM. Lorsque vous parlez avec ces jeunes, ils vous disent qu'ils suivent l'actualité. La plupart d'entre eux sont tout à fait conscients des difficultés et des dangers de ces voyages clandestins. Certains connaissent même des gens qui ont perdu la vie, parfois des amis. La prévention par l'information n'est donc pas suffisante. Il faut aussi être en contact avec ces jeunes, leur expliquer qu'il y a du potentiel chez eux dans leur pays. Qu'ils comprennent par eux-mêmes que ce jeu risqué n'en vaut pas forcément la chandelle. Mais il est peut-être trop tard pour briser les rêves d'Europe de ces jeunes. Malgré les risques de naufrage dans des embarcations de fortune, beaucoup veulent tenter l'aventure, encouragés par leur famille. Ils savent que ce voyage est illégal et préfèrent rester anonymes. Ma famille n'a pas d'argent. Alors ils ne peuvent pas dire non, on n'y va pas. Au contraire, ils préfèrent me rassurer et m'encourager en me disant « Vas-y, ça va aller ». Est-ce que ce voyage vous fait peur? C'est vrai que ce n'est pas simple. C'est difficile même. Mais la vie, c'est comme un jeu. Soit tu perds, soit tu gagnes. Donc soit tu arrives à survivre, soit tu meurs. Ce n'est pas facile, mais on prend notre courage à deux mains et puis on part. Tous ces hommes racontent la même chose. Ils ne partiraient pas s'ils avaient de quoi vivre chez eux, mais sans perspective d'obtenir un bon travail ou un visa pour l'Europe, ils sont prêts à risquer leur vie en traversant désert et mer. Regardez Code 24, on se retrouve juste après la pause. A tout de suite. Direction la Bretagne, entre ciel et mer. Depuis 30 ans, les chantiers du GIP se sont imposés dans la construction et la restauration de bateaux en bois, des chalutiers, bateaux de plaisance ou des navires classés monuments historiques. À Brest, le site de GIP emploie une dizaine d'ébénistes et de charpentiers de marine qui ont réussi à allier savoir-faire ancestraux et exigences modernes de la construction. Après avoir commencé modestement sur l'île aux Moines, les chantiers du GIP sont devenus une référence européenne sur le marché de la construction navale de tradition. Depuis Noé, on construit en bois dans notre matériau. On a une filiation qui va très loin dans notre métier. C'est même, je dirais, une rencontre entre la forêt, l'homme et la mer. Très souvent, quand on compare ces vieux bateaux et les bateaux modernes, ils n'ont pas à rougir de la concurrence. La plupart des bateaux aussi en bois qu'on a ici et qui restent ici, qui sont restés dans le temps, c'est quand même les meilleurs bateaux de leur époque. Les autres, ils ont disparu. De toute manière, ils ne sont pas restés. Donc on est, pour beaucoup de ces bateaux-là, on est sur des chefs-d'œuvre. Tout au bout de la France, entre ciel et mer, la Bretagne a toujours été une porte ouverte sur le monde. Une terre de marins, d'équipages et de vieux gréements de bois. Louis Maufrette est un navigateur revenu à terre pour restaurer des bateaux, sans pour autant tourner le dos à ses premières amours. C'est des histoires de marins et puis c'est des bateaux qui sont là pour naviguer, hein, c'est pas des musées. Donc on participe aussi d'une culture maritime et puis d'une défense du patrimoine dans ce cadre-là breton. Il y a toute une histoire derrière, c'est l'histoire de cette région, l'histoire de ce peuple aussi. Depuis 30 ans, les chantiers du GIP se sont imposés dans la construction et la restauration de bateaux en bois. Yann, le patron des chantiers, est charpentier de marine.
charpentier de marine, la grande richesse de notre métier, c'est qu'à chaque fois, il y a une histoire à apprendre, il y a quelque chose à apprendre, il y a quelque chose à comprendre, il y a une partie du grand tout à reconstituer. Donc, on va faire des bateaux de patrimoine qui sont des bateaux de pêche, on va faire des grands yachts, c'est-à-dire on va revisiter la totalité de l'histoire de la charpente navale. La majorité des navires présents ici ont plusieurs dizaines d'années d'existence. Les rénover signifie replonger dans leur passé. Un bateau arrive chez nous et en quelque sorte, c'est encore un livre fermé. Et puis, on doit appréhender tous les éléments de son histoire pour savoir le restaurer. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir comprendre comment il naviguait, quelle était sa fonction, comprendre les déformations du bateau, comprendre les usures, parce qu'une vie de bateau qui a 100 ans a subi des transformations, des modifications, des déformations qu'il faut pouvoir juger, accepter ou refuser. Un souci du détail qui a fait des chantiers du LIP une référence européenne en matière de restauration de bateaux. Si on veut durer, de toute manière, il faut s'inscrire dans l'excellence. Et c'est très important pour les gars qui bossent le bois aussi d'avoir cette reconnaissance. Comme pour les artisans, comme pour un luthier, ou comme dans Pinocchio, où le gars il fait des petites marionnettes, ou tous ces petits métiers qui ont disparu. Ben nous, on arrive à garder ça. Finalement, il y a toute cette, je dirais presque cette magie qui reste présente ici. Et finalement, c'est du bel ouvrage. André suit pour l'association l'Envor la rénovation du Général Leclerc, un vieux bateau de pêche à la coquille abîmé par l'usure. Je suis admiratif devant le travail fait par les charpentiers, parce que donc ça demande de la minutie, ça demande de la rigueur et ça demande de la méthode pour arriver à refaire et à retrouver l'esprit du bateau. Et ce bateau, fabriqué en 1948, a encore fière allure. Quand on voit naviguer le Général Leclerc, on le reconnaît sur l'eau parce que donc il a une forme, il a une vitesse, il a une allure. Et ce bateau-là était considéré comme un des meilleurs marcheurs et un des meilleurs pêcheurs de la rade. Ce coquillier a été classé monument historique en 2005. Une raison supplémentaire de préserver son identité. Le fait de changer les pièces une par une, on reste dans une démarche respectueuse du bateau. C'est très sensuel, très sensible. Pour le pêcheur, pour l'armateur, pour les marins, c'est toujours le même bateau, même si on a changé beaucoup de pièces. Quand on regarde le Général Leclerc, on se remet dans l'histoire juste à la sortie de la guerre. Il n'y avait pas encore beaucoup de bois, peu d'argent, les bateaux étaient faits de manière économe, mais avec intelligence quand même. À chaque étape de la restauration, André s'approprie un peu plus ce navire. La prochaine fois qu'on remettra à l'eau, ce sera un peu mon bateau. Parce que j'aurai vu à nu et reconstruit tel qu'il a été fait à son origine. S'approprier un bateau, puis le laisser s'échapper pour voguer sous d'autres cieux. Une histoire de marin, une histoire de Bretagne. On voit qu'on est accepté dans le cœur des gens, en fait. Et c'est assez puissant, et culturellement, ça a un impact très très fort, évidemment. Il reste aussi des passionnés pour continuer à faire vivre ces coques, à hisser des voiles et à le faire naviguer, et montrer la richesse que c'est de pouvoir les voir évoluer sur l'eau. Les bateaux actuellement sont beaucoup plus, comme je dirais, hors sol, n'ont plus d'appartenance géographique, ils doivent correspondre à tous les lieux, alors qu'un bateau en bois a un très fort ancrage culturel avec son milieu, et on transmet ce rêve qui fait qu'il y a toujours des gens actuellement qui ont envie d'un bateau en bois. Restez des nôtres, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye est en proie à des divisions et aux luttes tribales. L'effondrement du pouvoir central à la mort du dictateur a laissé le champ libre aux trafiquants de drogue, aux islamistes et aux convois de clandestins venus de Somalie et d'Érythrée à destination des côtes européennes. Bref, la Libye est bel et bien l'épicentre des tensions en Méditerranée, ce qui pousse l'ONU à tenter le maximum pour aboutir à un gouvernement d'union nationale. Dans ce pays, deux gouvernements et deux armées se font face.
Direction Tripoli pour une immersion dans le chaos libyen, aux côtés des milices de Fajr Libya qui tiennent la capitale. C'est un document exceptionnel signé Roméo Langlois. Je vous souhaite un bon Ramadan et que Dieu nous prodigue à tous la paix et la sécurité. Que tout rentre enfin dans l'ordre. Ici au marché, grâce à Dieu, on trouve tout ce dont on a besoin, mais c'est vraiment cher. Depuis la chute du dictateur Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye sombre dans le chaos. Par milices interposées, deux gouvernements rivaux s'affrontent pour le pouvoir, le territoire et le contrôle des sites pétroliers. Les tribus font la loi, les djihadistes s'installent. Tripoli, la capitale. Ici, c'est le gouvernement rebelle de Fajr Libya, l'aube de la Libye en arabe, qui règne en maître. Tous les vendredis, ses sympathisants se rassemblent place des Martyrs, au cœur de la capitale. L'année dernière, Fajr Libya, un agrégat de milices né pendant la chute de Kadhafi, a pris le pouvoir par les armes. Le coup de force a plongé le pays dans la guerre civile. Le gouvernement sorti des urnes a fui la capitale pour se réfugier à Tobrouk, à 1000 km à l'est. Depuis, la communauté internationale refuse de reconnaître Fajr Libya. Ces militants sont souvent taxés de sympathie pour les frères musulmans. Eux se considèrent comme d'authentiques révolutionnaires anti-kadhafistes. Nous, les forces de Fajr Libya, nous ne sommes pas là pour faire la guerre, pour faire du mal, instaurer la dictature ou le règne du terrorisme. Nous nous sommes levés pour combattre le terrorisme, au contraire. Pour instaurer la paix et la sécurité, nous demandons à tous les pays du monde de reconnaître le gouvernement de Fajr Libya. Les autorités de Tripoli sont en quête de respectabilité. Jamal Zoubia, porte-parole de Fajr Libya, presse notamment la France de renouer le dialogue. Tous les Libyens se rappellent que Sarkozy a fortement aidé la Libye à se débarrasser de Kadhafi. Et nous croyons que la France peut encore faire beaucoup et de manière pacifique. Elle peut appuyer le véritable gouvernement sur le terrain. Et sur le terrain, ce sont les milices de Fajr Libya qui tiennent la rue. Moad, 24 ans, est chargé de sécuriser la place des Martyrs. C'est ici que Kadhafi a perpétré des massacres pendant la première semaine de la Révolution, en février 2011. Il a tiré sur les manifestants. Cette place représente beaucoup pour Tripoli et pour la Libye tout entière. L'année dernière, Moad a combattu contre les forces du gouvernement officiel. Il est aujourd'hui payé par le ministère de l'Intérieur de Fajr Libya. La capitale est sous contrôle, dit-il. Cette milice de Tripoli fait office de police antidrogue. Ça, c'est une cargaison de drogue qu'ils viennent juste de confisquer. Eux, c'est les stupes. La Direction générale de la lutte contre la drogue. C'est vraiment une grosse quantité. D'après les enquêteurs, ce cannabis appartenait à un trafiquant marocain qui utilise la Libye comme plaque tournante. Il y en a environ pour 80 000 euros. La plupart de ces jeunes sont des civils. Pendant la Révolution, ils ont fait main basse sur les stocks d'armes de Kadhafi. Chaque fois qu'un citoyen passe par un checkpoint, il se sent rassuré. Il sourit, il considère normal d'être fouillé.
Les puissantes brigades originaires de Misrata, la troisième ville du pays, forment la colonne vertébrale de Fajr Libya. Les combattants de Misrata se comptent par milliers. Lourdement armés, ils opèrent dans tout l'ouest de la Libye. Cette brigade contrôle la route de la Tunisie à la sortie de Tripoli. C'est sur cette route qu'a été kidnappé l'ambassadeur ukrainien en Libye. Ici, sur la route de la côte, il y avait beaucoup de vols, de braquages, de kidnapping. Alors l'une de nos priorités, ça a été de sécuriser toute la route de la côte. Certaines brigades de Misrata sont islamistes, pas ce groupe, assure Mohamed. Ingénieur, il fit ses premières armes dans la guerre contre Kadhafi. Aujourd'hui, ses compagnons de Misrata sont en guerre contre la branche libyenne de l'autoproclamé État islamique, Daesh en arabe. C'est notre groupe qui est en train de combattre l'État islamique dans la région de Sirte. Les mêmes révolutionnaires qui ont combattu en 2011. Je peux t'assurer que nous n'appartenons à aucun courant religieux. Notre religion, c'est le Coran et nous le connaissons parfaitement. Nous refusons que quiconque prétende nous apprendre notre religion. Fajr Libya est en guerre contre l'État islamique et tient à le faire savoir. Le gouvernement ouvre les portes d'une prison secrète. Ces jeunes détenus sont présentés comme des terroristes de l'organisation État islamique. Mettez de l'ordre. L'interview s'effectue sous haute surveillance. Nous ne serons autorisés à entendre que 2 prisonniers présentés comme des repentis. Ce Libyen de 23 ans semble réciter un texte. Le prophète n'a jamais commis de meurtre en brûlant les gens. Ses paroles sont claires. Seul Dieu a le droit de punir par le feu. Ils se servent de la religion et dégradent l'image de l'islam. Le deuxième prisonnier se dit tunisien. D'après Fajr Libya, ils sont nombreux à venir du pays voisin faire le djihad en Libye. Le jeune étranger aurait côtoyé les chefs de la branche libyenne de Daesh. Un enquêteur surveille toute l'interview. On t'a forcé à donner cette interview? Non, pas du tout. Dis ce que tu as à dire, mais ne révèle aucun nom, aucun lieu. Pas de date, pas de nom, pour qu'on ne te reconnaisse pas. C'est à Tunis que ce jeune s'est laissé séduire par Daesh. Selon lui, la France et la Tunisie sont des cibles privilégiées de l'organisation. Ils nous ont entraînés à manier tout type d'armes, de la Kalash aux lance-roquettes. On a été formés aux opérations d'assaut. Leur objectif était de frapper des cibles à Benghazi, en Tunisie et en Libye. La raison qu'on nous a donnée, c'est que ces gens collaborent avec les Français. On savait qu'une journaliste française avait insulté le prophète. Alors, j'ai ressenti l'appel du djihad et ils m'ont proposé de les rejoindre. On avait même l'intention d'attaquer les avocats internationaux en France. Je t'ai dit de ne pas donner de détails. Oui, j'ai compris. Ok. Autre centre de détention géré par Fajr Libya, cette prison pour migrants. Ces Africains fuyaient la misère, la guerre civile ou la dictature. Ils ont passé des semaines, des mois dans le désert, maltraités par les passeurs. Capturés lors de leur transit en Libye, la plupart comptaient embarquer pour l'Europe. Je viens de Somalie, j'ai fui les Chebabs. Ils ont tué nos familles, nos femmes, nos sœurs et nos frères. Alors j'ai fui. C'est pour ça que je suis venu ici, pour aller en Italie. Partout sauf en Somalie. En Érythrée, la vie est très difficile à cause de la dictature. Il n'y a pas de travail.
rien à faire pour nourrir sa famille. C'est pour ça que j'ai quitté mon pays. Des milliers de clandestins s'entassent dans les prisons de Fajar Libya. Dépassé, le gouvernement de Tripoli en appelle à la communauté internationale. C'est un gros problème. Il faut les nourrir, ces gens-là, les loger. L'Europe nous en laisse l'entière responsabilité. Pareil pour les pays voisins. Ils ne font rien pour nous aider. Le Niger, par exemple, devrait surveiller ses frontières. De nombreux migrants dénoncent une pénurie extrême et des mauvais traitements. Franchement, on a fait plus ici de 2 mois, on est là, on est fatigué, on ne mange pas. On nous frappe chaque jour comme des esclaves. Hier, la nuit ici, hein, il y a quelqu'un qui est ici, on l'a cassé son pied, il y a quelqu'un qui est dedans, on l'a cassé son bras. Chaque nuit, c'est comme ça, ils rentrent pour frapper, main cassée ou bien pied cassé, etc., etc. Flux migratoires, terrorisme, seul un pays uni pourrait relever de tels défis. Les Nations Unies poussent les 2 gouvernements rivaux à former un gouvernement d'union nationale. Au Parlement de Tripoli, cette commission planche sur un accord. Les négociations ont lieu au Maroc. On est en train d'étudier la proposition de l'ONU. On n'a pas encore pris de décision finale. Ce ne sont que des pourparlers. C'est au Parlement de prendre une décision finale. La question est de savoir si vous pensez qu'il y aura bientôt un accord. Peut-être. Si Dieu le veut. Loin des querelles partisanes, la Libye est d'abord un pays tribal. Et pour certains chefs de guerre, c'est au niveau local que la paix se fera. Mohamed, l'ingénieur devenu combattant, se méfie des politiques. Sa brigade ne se contente pas de défendre la route de la côte contre le banditisme. Elle joue un rôle d'interposition entre Zawiya et Wershefana, 2 tribus ennemies. Sur cette route, il y a eu beaucoup de problèmes tribaux. Les gens de Wershefana se faisaient arrêter par ceux de Zawiya quand ils partaient en Tunisie. Et si tu étais de Zawiya et que tu allais à Tripoli, tu te faisais arrêter par les Wershefana. Sa brigade a amené les 2 tribus à conclure une trêve. Nous, tout ce qu'on veut, c'est reconstruire la Libye. On n'aurait jamais imaginé un jour s'asseoir avec les Wershefana. Mais on les a rencontrés, on a compris qu'ils avaient les mêmes aspirations que nous, une Libye en paix. Alors on s'est serré la main et on s'est mis d'accord. La tribu des Wershefana compte des centaines de milliers de membres, essentiellement au sud et à l'ouest de Tripoli. Ici comme ailleurs en Libye, le vrai pouvoir, c'est le pouvoir local. Les chefs de guerre et le conseil municipal. Les Wershefana passent pour des kadhafistes. Ils gardent un souvenir amer de l'intervention française en Libye. Le gouvernement français de Sarkozy est détesté par les Libyens. Il y a un vrai sentiment de haine chez les Libyens contre ce gouvernement. C'est lui qui a mené des frappes aériennes et a détruit toutes les infrastructures et l'armée libyenne. C'est lui qui est responsable de la situation actuelle. Dans la guerre entre les 2 gouvernements, les Wershefana avaient pris parti pour le gouvernement officiel contre les tribus ralliées à Fajar Libya. Tout le monde est parti. Il n'y avait plus que des combattants. Ils ont brûlé les voitures, détruit nos maisons. C'est seulement maintenant que les gens recommencent à revenir. Ça fait à peine 2 mois. Grâce au pacte de paix, les hostilités ont cessé, mais les cœurs sont encore gros. Cet homme a tout perdu quand des combattants ont saccagé sa ferme.
Pardonnez, moi je veux bien, mais ça fait 20 ans que je travaille pour construire tout ça. Qui c'est qui va me rendre ma maison? Toutes les factions ont commis des exactions. Aujourd'hui, dans l'ouest de la Libye, des cessez-le-feu sont en cours, mais ils restent fragiles. Nous, on veut bien d'une réconciliation, mais pour l'instant, il ne s'agit que d'une trêve. La Libye est une poudrière. 24 millions d'armes sont prêtes à parler. Place des Martyrs, en ce vendredi saint, après les discours politiques, les partisans de Fajr Libya rompent ensemble le jeûne du Ramadan. Puis vient l'heure de la grande prière du soir. À l'image du pays, le mouvement est divisé. Certains rêvent d'une démocratie moderne, d'autres d'un pays régi par la charia. Mais tous prient pour la paix. Vous êtes sur Futur TV, Code 24 revient juste après la pause. L'immigration est dans l'ADN des États-Unis. Chaque Américain, ou presque, sait qu'il est descendant d'immigrés. Pourtant, aujourd'hui, 11 millions de sans-papiers aux États-Unis ont du mal à devenir américains. En décembre, par décret, Barack Obama a décidé de protéger 5 millions d'entre eux de l'expulsion, mesure encore en attente d'application. Il aurait voulu réformer le système migratoire en profondeur. Les républicains ont tout bloqué. Pour comprendre ce paradoxe américain, direction Nashville, dans le Tennessee, un État de tradition conservatrice. De toutes les villes américaines, Nashville est celle dont la population immigrée grandit le plus vite. En 10 ans, le nombre d'habitants nés hors des États-Unis y est passé de 2% à plus de 10%. La ville accueille aussi la première communauté kurde du pays. Reportage de Stanislas de Saint-Hippolyte et Philippe Krauser. I'm tired of this dirty old city. Tired of too much work. Nashville, dans le Tennessee, est plus connue comme capitale de la country music, ville de Johnny Cash et haut lieu de l'industrie du disque. Et pourtant, à quelques kilomètres du centre, la capitale du Tennessee héberge la première communauté kurde des États-Unis. Le quartier a été baptisé Little Kurdistan, avec son centre communautaire, ses supermarchés et bien sûr ses boulangeries traditionnelles. Entre 13 et 14 000 personnes composent cette communauté, les plus récemment arrivés ayant fui les massacres de l'organisation de l'État islamique, les plus anciens ceux de Saddam Hussein. Parmi eux, Akram Hassan, qui a monté un restaurant. Moi, je suis originaire du nord de l'Irak. Je n'y connais rien à la musique country, mais je sais bien qu'ici c'est la ville de la musique, tout le monde le dit. Mais bon, moi la musique ce n'est pas trop mon truc. Tous les jours ici on peut voir beaucoup de Kurdes. Moi si je devais vivre dans un autre État, je crois qu'il me manquerait quelque chose. Chaque fois que je reviens à Nashville, eh bien j'ai l'impression de mieux respirer. Les Kurdes ont conservé leurs coutumes, tant gastronomiques que sociales ou religieuses. La mosquée du quartier est le lieu de rassemblement privilégié de la communauté. L'Amérique, c'est le pays de tous les possibles. La nouvelle génération, ils comprennent qu'ils sont américains. Ils vivent en Amérique, ils ont été américanisés et ils savent comment se comporter. Pourtant, l'intégration ne s'est pas faite sans remous. Dans un État situé dans le cœur religieux des États-Unis, la Bible Belt. En 2009, Nashville faisait la une des médias avec un référendum pour faire de l'anglais la langue unique de l'administration, projet anti-immigré selon ses détracteurs. Ce projet a été rejeté très clairement par les urnes et ça a été un moment fort pour notre ville. À l'époque, la ville commençait à ressentir les effets de cette vague d'immigration. Et je crois que les habitants ont fait un choix en pleine conscience, une décision délibérée et juste, celui de devenir une ville ouverte, accueillante et généreuse. Des tensions subsistent. En 2012, à quelques kilomètres de Nashville, la construction de cette mosquée a provoqué manifestations et actes de vandalisme.
Un an plus tard, un élu propose une nouvelle loi, l'anglais comme seule langue pour le permis de conduire. Mesure anti-immigrée, disent à nouveau les opposants. La loi ne passe pas, aux grandes dames de son auteur. Mon projet de loi disait en substance que quand vous passez votre permis de conduire, se pose avant tout une question de sécurité. Il faut connaître le code de la route. Et quand vous conduisez aux États-Unis, beaucoup de panneaux comportent des mots, des textes qu'il faut pouvoir lire et comprendre. Si on parle des citoyens qui vivent ici en toute légalité, je suis à 100% de leur côté. Par contre, concernant ceux qui sont là clandestinement, moi je dis qu'on renforce nos frontières. Il est temps qu'on s'occupe d'abord de nos citoyens. Dans ce débat, Nashville est un laboratoire pour le pays. En décembre dernier, Barack Obama a publié des décrets pour les sans-papiers et pour les promouvoir, c'est à Casa Safran, ce centre d'aide pour immigrés, qu'il s'est rendu. Les visages que l'on voit dans cette maternelle sont les visages du Nashville de demain. La plupart des familles que l'on aide ici bénéficieront des décrets annoncés par Barack Obama. Beaucoup de ces familles sont sans papier. Pour le seul État du Tennessee, ce décret présidentiel devrait profiter à environ 55 000 personnes. Barack Obama aurait voulu que la loi sur l'immigration soit la grande réforme de son second mandat. Mais le Congrès ne l'entend pas de cette oreille. Nashville est à l'image du pays, construit sur l'immigration, mais cherchant constamment la bonne mesure entre accueil et renforcement des frontières. Direction l'Afghanistan à présent, où l'économiste Ashraf Ghani est à la tête du pays depuis septembre dernier. Il partage le pouvoir avec Abdallah Abdallah, son rival à l'élection présidentielle. Les deux hommes ont mis des mois avant de former leur gouvernement. Après s'être enfin mis d'accord sur une liste de noms, ceux-ci devaient encore être approuvés par le Parlement afghan. En avril, le Parlement approuve enfin la nomination de 16 ministres. Pour la première fois, 4 femmes font partie du gouvernement. Certains ministres sont soutenus par Ashraf Ghani, d'autres par Abdullah Abdullah. Les correspondants de France 24, Claire Debuisé et Kamal Abdourahim, ont rencontré la ministre de l'Enseignement supérieur et le ministre de l'Économie. Tous deux assurent que le gouvernement travaille désormais à l'unisson. Mais la tâche est énorme dans un pays marqué par 3 décennies de conflits. À Kaboul, le ministère de l'Enseignement supérieur vit une petite révolution. Elle s'appelle Farida Momand. À 50 ans, elle fait partie des 4 femmes ministres du gouvernement d'unité nationale. Un défi de taille pour cette docteure de formation et novice en politique, la première femme de l'histoire du ministère à ce poste. Il y a beaucoup de femmes éduquées ici, mais elles n'ont pas accès aux postes à responsabilité. L'Afghanistan s'améliore sur ce point. Le pays change ses vieilles habitudes. Je veux profiter de cette opportunité pour aider les femmes d'Afghanistan. Ce matin, Farida Momand mène la réunion hebdomadaire avec ses chefs de département. Son ministère doit résoudre une équation impossible. Améliorer l'éducation à l'université malgré des finances au plus bas. En Afghanistan, moins de 2% du budget de l'État sont dédiés à l'enseignement supérieur. C'est insuffisant, mais Farida Momand savait ce qu'il attendait. Quand j'ai accepté ce poste, je savais que ça allait être difficile, mais j'avais un plan. Je me suis dit de faire comme dans la vie de tous les jours. Quand on rencontre des difficultés, si on fait preuve de volonté et qu'on travaille dur, on arrive à en voir le bout. Un tour dans une université de Kaboul suffit pour mesurer l'étendue des besoins. Ce campus accueille près de 6000 étudiants. À côté des bâtiments principaux, plusieurs classes sans porte ni fenêtres. Ici, les travaux durent depuis des mois et les lenteurs du nouveau gouvernement n'ont rien arrangé. Farida Momand vient en personne pour rassurer les étudiants. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des commentaires à faire, même si je sais qu'il y a encore beaucoup de problèmes à résoudre. Ces derniers ont du mal à croire aux promesses de la nouvelle ministre. Ça fait plus de 2 mois qu'on étudie ici. Ils nous ont promis des nouveaux locaux, mais regardez où on est. S'il y a le moindre courant d'air dans la classe, la poussière nous tombe dessus. Quand on voit toutes les difficultés auxquelles est confronté l'Afghanistan, je ne suis pas sûre qu'elle ou quiconque puisse tenir ses promesses. Pour le gouvernement,
Il faut restaurer la confiance du peuple afghan. Une confiance mise à mal par l'ancien président Hamid Karzai et par le conflit entre les deux chefs de l'exécutif, Ashraf Ghani et Abdullah Abdullah. Il leur a fallu des mois pour former un cabinet ministériel. Abdul Sattar Mourad est ministre de l'économie. Pendant les élections, il était le chef de campagne d'Abdullah Abdullah. Aujourd'hui, il assure que les désaccords d'hier sont derrière lui. Le passé, c'est le passé. Nous regardons désormais vers l'avenir. Nous espérons certes que le docteur Abdullah gagnera aux prochaines élections. Mais je ne veux plus commenter sur ce qui s'est passé. Je préfère parler de comment nous pouvons nous mettre au service du pays, comment améliorer sa situation économique. C'est ça notre priorité. Cet homme rompu aux manœuvres politiques a un objectif: convaincre ses interlocuteurs que le gouvernement est sur de bons rails. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec le responsable de la Banque mondiale. Oh, Minister, how are you? Oh, fine, thanks. Very good. Nice to see you. Finally, it's complete. Le ministère rend un rapport sur la situation économique du pays. En Afghanistan, plus d'un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté. L'État dépend largement des aides internationales. La conférence d'aujourd'hui sert aussi à présenter le ministère comme un partenaire crédible, ainsi qu'à récolter des prêts. Nous devons améliorer nos capacités de production, mieux former la population et montrer que nous pouvons gérer notre pays par nous-mêmes. Bien sûr, nous avons encore besoin d'aide et nous devons encore améliorer nos compétences, que ce soit dans l'administration, le secteur public, tout comme dans le privé. Malgré les discours de bonne volonté, ce gouvernement d'union nationale pâtit de l'hostilité entre Ashraf Ghani et Abdullah Abdullah. Plus d'un an après l'élection, le ministre de la Défense n'a toujours pas été approuvé par le Parlement, alors que l'insurrection afghane progresse à grands pas dans le pays. Depuis le départ en décembre 2014 de l'essentiel des forces de l'OTAN, l'Afghanistan est confronté à une escalade des violences malgré une reprise timide des pourparlers de paix entre le gouvernement et les talibans. Des pourparlers qui ont connu un nouveau coup dur avec l'annonce il y a quelques semaines de la mort du chef historique des talibans, le Mollah Omar. Les analystes se disent sceptiques sur la reprise rapide du dialogue entre Kaboul et les insurgés. Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez dès à présent revoir cette émission sur notre site internet. N'hésitez pas non plus à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Très bonne suite de programmes sur notre antenne et très bonne soirée.